Bienvenue sur la chaîne YouTube de Contrepoint, le journal libéral de référence en France. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de l'entreprise Radial, spécialisée dans les composants électroniques. Vous avez été président du MEDEF et de Business Europe. Entrepreneur, vous êtes engagé depuis plus de 30 ans dans la défense et le développement de l'entreprise en France et en Europe. Alors, première question, vous avez écrit Gagner plus, c'est maintenant aux éditions Fayard. Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que lorsque j'ai été au MEDEF, j'avais en face de moi des socialistes, François Hollande, et qui, curieusement, ou plutôt de façon agréable, ont fourché une politique de l'offre, et donc de compétitivité, et quelque part sont devenus sociaux-démocrates, comme Schröder en Allemagne, ou des Suédois, ou les Scandinaves, c'est-à-dire acceptant et défendant l'économie de marché et l'entreprise. Et je me suis dit, c'est bon, après le MEDEF, ça y est, les alternances politiques droite-gauche, gauche-droite pourront se faire, sans douleur pour nous. On ne sera pas pris en otage, il n'y aura pas de risque. Et je suis parti du MEDEF assez soulagé, à vrai dire, de ce cas de figure. Et puis la dissolution est arrivée. Et là, pour moi, c'était catastrophique. Avec des discours d'extrême gauche qui sont revenus contre l'entreprise, contre la réussite, contre les entrepreneurs. Des petites phrases épouvantables, il faut punir les patrons, enfin bon, des choses horribles. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour se battre, se défendre. Surtout que la campagne présidentielle va arriver. Donc nous sommes encore à un an là, de la campagne présidentielle de 2027, je me suis dit, c'est un hors-d'œuvre, ça va être horrible. Donc il faut se défendre. Comment? Par la rédaction de ce livre avec 3 amis patrons, Maxime Ayache, Xavier Fontanet et Michel de Rosen. On a écrit ce livre et on a créé un think tank, donc un cercle de réflexion de forces vives, pour faire le suivi d'après-vente de ce livre et proposer des réformes, une trentaine de réformes économiques de base que tous les pays du monde ont fait, quelque part, ou presque tous, tous ceux qui ont réussi, en mettant en haut l'économie de marché, l'économie libérale, l'entreprise, le travail, ce qu'ont fait les communistes chinois avec Deng Xiaoping en 1978, tout communistes qui sont. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse ce livre en faisant et qu'on fasse accepter ces réformes. Donc, pour les faire accepter, c'était pas une liste de 30 réformes économiques, c'est de faire le lien avec le pouvoir d'achat des Français. Donc, chacune des réformes est associée à l'augmentation du salaire net des Français. Voilà, donc vous proposez 30 mesures pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le constat initial? Est-ce que, selon vous, le bilan des politiques économiques de ces dernières décennies plaide en faveur de l'interventionnisme étatique? Est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple, les 35 heures, par exemple? Écoutez, faut regarder les chiffres en fait, hein. Tous les chiffres sont mauvais en France. Tous les autres ont profité. Nous, ça fait par exemple 20 ans qu'on est à une croissance de PIB de 1% en moyenne. Les Suisses sont à 2% en moyenne. Les Américains sont plus élevés que ça encore. Les Singapouriens sont entre 3 et 4. Enfin, on est faible en croissance, ce qui est pas bon. Comme dans une entreprise, un pays peut pas vivre avec une très faible croissance durablement. Deuxièmement, on a un taux de chômage encore très élevé en France. Il est redescendu à 7,2% à la fin de mon mandat MEDEF. J'étais assez content de ça. On avait créé 1 million d'emplois, voire 2 millions même dans cette période-là. Et puis d'un seul coup, là, c'est remonté à 8%, alors que les autres sont encore autour du plein emploi. Bon. Troisièmement, on a une dette colossale, 3 300 milliards de dettes, c'est-à-dire 115% du PIB. Tout ça est dramatique. Et donc, c'est comme si on était dans une entreprise qui était en crise depuis 20 ans. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Et il est fondamental de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire l'entreprise. Et j'ai l'impression, moi, depuis 40 ans, que ça a commencé avec François Mitterrand, qui a commencé à passer la retraite de 65 ans à 60 ans, de faire une augmentation de SMIC de 15%, d'augmenter les fonctionnaires. Et si vous voulez, on a l'impression que l'argent est tombé comme ça du ciel, et qu'on a distribué, qu'on a fait du social sans se rendre compte des recettes pour faire ce social. Donc on a fait du social sans économie, quelque part, sans économie, et sans économie. Et c'est ça qui est terrible. Donc là, il faut vraiment, on est arrivé au bout de l'élastique étendu à mort, des impôts, des taxes, des dépenses publiques, de la dette. Il faut arrêter. Il faut maintenant revenir sur du bon sens paysan, et c'est ce qu'on essaie de faire
avec tous ces chiffres qui sont pas bons. J'en cite encore un, c'est le PIB par habitant. Vous savez, depuis quelques semaines, je crois qu'on est descendu en dessous de la moyenne européenne. Alors, on était dans les 5 premiers il y a 40 ans, et là, on est entre 25 et 30e. Donc, si vous voulez, tous les indicateurs sont pas bons. Et la France se paupérise. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Et si on revient sur votre expérience, c'est un point que j'avais trouvé intéressant dans votre livre. Vous avez connu 3 grandes crises économiques, que ce soit la chute du mur de Berlin, l'explosion de la bulle internet en 2001 et la crise Covid. Oui. Qu'est-ce qui distingue un entrepreneur de l'État français dans ce genre de situation? Mais on a même connu 4 crises en 35 ans à Radial. Je suis arrivé en 92 à Radial, et donc j'ai connu la chute du mur de Berlin en 92. Donc j'ai connu Lehman Brothers. Mmh. Alors la crise des télécoms en 2001, pardon, Lehman Brothers en 2008, et le Covid en 2020. 4 crises. Quelle crise? À chaque fois, ce qu'on fait, c'est que je me suis aperçu que il faut gérer les crises et et préparer l'équipage à gérer des crises. C'est-à-dire leur donner l'enthousiasme, l'énergie, la vision qui permet à l'équipage d'être en confiance. Un leader, ça sécurise les équipes pendant une crise, ça prend des mesures, ça prend des décisions. Et je me suis aperçu qu'un an de crise, ça se gère. 2 ans de crise, c'est difficile. Tout le monde commence à être nerveux. 3 ans de crise, c'est épouvantable. On a envie de vous virer, les actionnaires veulent vous virer, les salariés n'ont plus confiance, les syndicats durs, extrêmes, commencent à monter en puissance. Donc c'est pas possible. Une crise, ça doit se gérer en 1 an, 2 ans maximum. Et que ce qui est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un pays. La France est en crise depuis 20 ans. Tout le monde est hyper nerveux. Les salaires sont pas assez élevés. On a augmenté les charges, on augmente les dépenses. Et on fait pas d'économies. Dans une crise, nous, en une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le point mort et on fait des économies. Donc, on fait partir des gens, et puis on gère les frais généraux, on fait attention à toutes les dépenses, on optimise, on réorganise, et puis on essaye de remotiver tout le monde pour le chiffre d'affaires. Parce que une crise, c'est un chiffre d'affaires qui a baissé et qui entraîne le cash avec. Donc il faut absolument se remettre aussi en combat, d'aller chercher la croissance. Donc moi je dis que la France, elle est en crise permanente depuis 20 ans. C'est insupportable. Donc il faut faire 2 choses. Il faut faire des économies sur les dépenses publiques. C'est le but de notre livre. Il y a plein d'économies sur la fonction publique, sur les territoires. Enfin, vous l'avez vu. Il faut avoir le courage de le faire. Partager ces économies avec les Français, parce qu'il faut leur expliquer. Et puis, motiver tous les entrepreneurs, tous ceux qui peuvent créer de la richesse et de la croissance. Donc quand vous nous insultez, comme depuis la dissolution, il y a des gens, des partis qui prennent malin plaisir à insulter la réussite, les patrons, etc. Mais les gens, ils ont envie de partir. Vous avez envie de vendre votre société, de partir. Et c'est pas un leurre. On dit, mais non, ils partiront pas. Mais c'est faux. Mes 20 concurrents de Radial, depuis 35 ans que je pilote cette boîte, ils ont tous disparu. Ils se sont fait racheter, et la plupart sont partis vivre ailleurs qu'en France. C'est pas un leurre. Je suis le dernier des Mohicans de la politique française, quasiment. On est 3, à vrai dire. Mais on était 25 il y a 35 ans. Eh bien, voilà, quand vous donnez, je dirais, les signaux qu'on ne vous aime pas, qu'on va vous taxer, qu'on va vous mettre de l'ISF, et puis vous n'avez qu'à payer, et puis vous pouvez payer, je ne vous suivez pas. C'est pour ça qu'il faut aimer ses salariés. Moi, je sais que dans une entreprise, quand je dis un bon manager, ça aime ses équipes. Et c'est pas du paternalisme, c'est vous les emmener loin, les embarquer, vous les aimez, vous êtes exigeants, mais bienveillants. Nous aussi, on nous traite de malfrats, de salopards, de patrons toutes les heures sur les réseaux, etc. Mais vous partez. Et c'est pour ça que je me bats, moi, pour dire, mais les partis politiques, soyez un peu raisonnables, soyez responsables. C'est de l'irresponsabilité, ce que vous faites là, ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous répondrez justement à quelqu'un qui vous dirait: «Oui, mais une entreprise, ça se gère pas forcément l'État ne se gère pas forcément comme une entreprise, vous pouvez pas calquer le modèle». Qu'est-ce que vous en pensez? La France n'est pas une entreprise. Totalement? Mais oui, la France n'est pas une entreprise, clairement. Il y a des malades, il y a des pauvres, il y a un patrimoine, il y a 1500 ans d'histoire, on est un pays. Mais il y a des pays qui disparaissent, les empires disparaissent. Toute l'histoire elle a montré des pays qui ont disparu, qui se sont intégrés dans des empires qui ont disparu, le romain, ça bouge. Par contre, ce qu'il faut, c'est pas une entreprise. Un pays n'est pas une entreprise, la France n'est pas une entreprise, mais elle doit être gérée comme une entreprise. Mais ça, il n'y a personne qui peut me démontrer l'inverse. Alors on va dire, oui, mais il y a des malades, il y a des pauvres. Oui, mais comme dans les entreprises, vous gérez, vous devez avoir des recettes
pour gérer vos handicapés, vos pauvres, vos malades. Oui, il y a des fonctions régaliennes, c'est vrai. Il y a 4 fonctions régaliennes. Ben, il faut se les payer, ces fonctions régaliennes. Dans une entreprise comme une grosse entreprise, vous avez aussi des problèmes de sécurité. Quand vous appelez Total, vous avez des problèmes de sécurité. Vous avez du régalien à payer. Vous avez aussi des gens... en fait, si vous voulez... alors, bien sûr, il y a 4 fonctions régaliennes qui sont l'armée, la police, la justice, les affaires étrangères. Celles-ci, elles ne peuvent pas être privatisées. Par contre, il faut les financer. Moins vous avez de finances, moins vous pouvez être fort là-dessus. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il faut gérer un pays comme une entreprise, c'est-à-dire avec des recettes et des dépenses, un endettement limité, et chercher de la croissance, et surtout gérer extrêmement bien sa masse salariale, son point mort, comme on dit, et donc sa fonction publique, et ses fonctions régaliennes. Et c'est là où recettes moins dépenses, ça doit être profitable. Et quand c'est pas profitable, c'est de la dette, et il faut rembourser la dette. C'est là où il faut gérer la France comme une entreprise. J'insiste, et je suis vraiment, je suis prêt à débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, hein. Moins vous avez de finances, moins vous gérez, en tout cas, ou plus vous vous éparpillez peut-être, parce que c'est aussi ce que fait l'État français. Mais vous savez, on a géré le Le social. côté État nounou, Mais oui, qui est l'État-providence. très caractéristique de notre État. Mais absolument, l'État-providence. Mais on a fait du social sans faire attention à l'économie, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut maintenant refaire des économies. Qui fait de l'économie? Les entreprises. Les entreprises qui créent de la richesse, de l'emploi, de la dignité humaine par le travail, de l'intégration des étrangers par le travail, de l'épanouissement. Une entreprise, c'est magique, c'est la plus belle communauté humaine derrière la famille, je le dis souvent. Bah, il faut la protéger, les pays qui ont réussi, comme la Suisse, comme Singapour, comme les Chinois communistes, ils ont mis l'entreprise au centre du jeu. Deng Xiaoping, le président chinois en 1978 qui a fait cette révolution à l'envers, était entouré d'ingénieurs. Il avait dans son équipe de 20 ministres, il y avait 18 ingénieurs. Il y a encore beaucoup de pays qui construisent l'avenir et qui gèrent. Nous, on a fait de la politique, on a fait du social hors norme, hors sol, formidable, et ce modèle social n'est plus un modèle social, c'est un modèle social en faillite. Donc il faut dire les choses. Donc maintenant, il faut régler. On est au bout du bout. Il faut revenir à la base. Et à la base, c'est le bouquin avec un certain nombre de réformes que je propose avec mes pairs. Et alors pourquoi ça n'a pas de sens pour vous de distinguer l'économie et le social comme le font ceux qui adhèrent généralement à une idéologie socialo-communiste? Parce que leur modèle a échoué partout. Le modèle socialo-communiste a échoué partout. Je ne connais pas un pays qui a marché. Donc, faut arrêter de nous baratiner, hein. Le social-libéralisme, la social-démocratie, c'est différent. Les pays scandinaves sont sociodémocrates. Ils ont supprimé le statut de fonctionnaire à vie. Ils ont supprimé l'ISF. Ils ont compris que l'entreprise, c'était fondamental. Rien que ça. Que l'économie de marché, on ne pouvait pas faire autrement. Que l'innovation, le commerce extérieur, c'était l'entreprise. Schröder et son parti, ce sont des sociodémocrates. Ils ont fait des réformes incroyables en 2003-2004, qui a permis de faire cette révolution, ce miracle allemand, pendant 20 ans. Et donc, si vous voulez, je fais le distinguo entre centre-gauche sociodémocrate, qui, quelque part, ont compris juste que l'entreprise était le moteur magique de tous les pays qui réussissent. Ils sont un peu plus ouverts à l'économie de marché, en tout cas, que... Mais absolument, ben, ils sont dedans. Moi, je les ai Ils sont côtoyés, dedans. si vous voulez, des Bernard Cazeneuve, des Valls, des Le Guen, y compris des Arnaud Montebourg, qui... Ils reconnaissent le rôle du secteur privé. mais ils reconnaissent. Et Arnaud Montebourg est devenu entrepreneur, donc encore plus. Je l'ai vu défendre le pacte du Dutreil au Sénat de façon incroyable, pour la transmission des entreprises familiales. Donc, si vous voulez, c'est du bon sens paysan. Moi, ce que j'attends, c'est pas de l'idéologie. Donc, les sociodémocrates sont des gens qui viennent de gauche, mais qui sont pas dans l'idéologie totale. Là où je me bats, et je me bats très fortement contre les sociocommunistes, les socialo-communistes, avec l'exemple récent du programme socialiste qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui est un monstre d'irresponsabilité. Je dirais, on ne pense qu'à taxer, on taxe tout ce qui bouge, on continue de taxer. Il n'y a pas un brin d'herbe d'économie. Il n'y a pas une seule vision 2040 du pays. Il n'y a rien sur la réindustrialisation. Il n'y a rien sur le plein emploi. Il n'y a rien sur la compétitivité des boîtes ou de l'économie. Je dirais, mais c'est insensé.
C'est complètement insensé. Avec un programme comme ça, vous pliez la France, vous devenez l'ex-URSS, ou vous devenez Cuba ou Venezuela. Il faut dire les choses. Alors moi, je le dis, si vous voulez, parce que j'ai plus envie de me faire intimider par personne. Je dis tel que je le vois. J'ai visité 50 pays dans ma vie de patron exportateur. J'ai vu les 10, 15, 20 pays merveilleux qui réussissent, et j'ai vu les 5, 10 pays qui ne réussissent pas, qui sont dans la grande misère. Et je viens de vous parler de l'ex-bloc l'URSS. Donc je ne comprends même pas, si vous voulez, qu'on puisse continuer d'avoir comme référence, quelque part, les valeurs de l'ex-bloc URSS. Ça me dépasse. Je me dis, mais comment ils peuvent, qui relisent Solzhenitsyn, quoi. Alors je suis un peu caricatural, parce qu'ils vont peut-être pas jusque-là. Mais si, parce que l'économie qu'ils proposent, c'est une économie administrée totale. C'est quasiment communiste. Quand ils veulent limiter de 1 à 20 les salaires, quand ils veulent nationaliser pas mal, un certain nombre de choses, on sait ce que c'est, de renationaliser ce qu'a fait Mitterrand, ça a été une catastrophe absolue. Quand ils veulent rajouter un ISF durci pour justement que les patrimoines se transmettent pas, alors qu'on sait que la force de l'Allemagne, de l'Italie, de ces pays qui réussissent sont essentiellement des modèles d'entreprises familiales. Le Mittelstand allemand, c'est des familles. Nous, à cause de l'ISF, on a fait fuir ces familles. Donc on préfère quoi? Des fonds de pension américains qui viennent gérer les boîtes françaises? C'est complètement délirant. Donc je dirais, c'est un monument d'irresponsabilité, ce que j'ai vu là. Donc je suis un anti-socialo-communiste primaire, oui. Vous l'affirmez, vous? Oui, oui, mais il faut le dire. Il faut arrêter de se faire intimider. Il faut arrêter. Il faut le dire. Ils nous embarquent dans le mur, et ça fait 45 ans qu'on s'est embarqués. Donc là, c'est vrai que faut le dire avec argument, pas sans passion, mais il faut expliquer que tous les faits du monde entier qui existent aujourd'hui, et des pays qui réussissent par l'entreprise, donc par du libéralisme, y compris les sociodémocrates que je mets dedans, mais pas par le socialo-communisme. Ça ne marche pas. Et je vous ai déjà entendu parler de trotskisme libéral ou de trotskisme entrepreneurial. Qu'entendez-vous par là? Mais le trotskisme a merveilleusement bien marché en France. Je crois que c'est Gorbatchev qui a dit, en fait, la France est le dernier pays communiste qui a réussi. Bon, alors ça, c'était il y a 20 ou 30 ans. Je crois qu'il réussit plus, là. Je pense que c'est peut-être l'influence de Sartre, de l'intellectualisme de gauche, qui fait qu'un autre slogan, c'est de dire il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Bon. Ça en dit long, ça. Et tout ça, si vous voulez, pour dire qu'on a été imprégné de ce gauchisme, excusez-moi, non libéral, et qui nous a conduit à une situation où l'État est énorme, obèse. Il y a 5,7 millions de fonctionnaires, que je ne critique pas. Mon épouse est fonctionnaire, j'ai des tas de gens fonctionnaires dans la famille qui bossent comme des fous. Mais c'est l'administration de l'administration. Il y a plus de gens en France qui vivent de l'administration que du privé. Tout ça est déraisonnable. Tout ça est complètement déraisonnable. Donc il faut utiliser les méthodes de trotskisme, qui est parler dans les médias, discuter, débattre, être sur les ondes, être sur les réseaux, parce que ça a marché. Et lorsqu'il y a eu cette fameuse saga Zuckman à 2%, de taxer des patrimoines de 100 millions. Alors comme ça, vous le dites aux Français, bah oui, à 100 millions, il peut bien mettre 2%. Mais non, les 100 millions, ce sont très souvent des patrimoines professionnels. Ce sont des tables, des chaises, des brevets, des équipements de test, des équipements de fabrication. C'est pas du cash. Donc il faut expliquer aux Français que une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, un décolleteur de Savoie, je prends toujours cet exemple, qui est valorisé 100 millions, bah, le type, il va être obligé de sortir 2% de sa boîte tous les ans. S'il fait 3% net, eh ben, il a épongé tous ses résultats en un an pour payer la taxe Zuckman. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Rien. Rien pour investir, rien pour lui. Mais c'est là qui est le délire. Donc, et là, quand il y a eu cette saga Zuckman qui va revenir, vous aviez 15 personnes du PS et de LFI, et Coquerel, et Zuckman et Piketty, qui étaient sur les ondes. Moi, je ne suis pas d'accord, il n'y avait personne en face. Donc je dis au patron, il va falloir se lever, les gars. On va créer une armée. Avec nos salariés, d'ailleurs, parce que nos salariés sont d'accord avec nous. Moi, mes salariés me demandent, chaque fois que je les vois, je dis, vous n'allez pas vendre votre boîte, hein, non, non. Parce qu'ils veulent protéger le travail, ils veulent protéger l'outil de travail, ils veulent protéger... c'est ça, et on ne les entend pas. Donc on entend les trotskistes. Donc je suis désolé, il va falloir faire du trotskisme libéral, trotskisme sur la forme, libéral sur le fond, bien sûr, pas l'inverse.
Et peut-être que si justement on entendait plus parler les entrepreneurs, les chefs d'entreprise dans les médias, ça permettrait de recréer un mythe autour de l'entrepreneur, un mythe qui est positif, un peu comme aux États-Unis où on peut faire l'éloge, de la richesse, du capital, des marges, des riches, parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et ériger les entrepreneurs Oui, comme des héros de la nation. Bernard Arnault, par exemple, oui, qui a créé des milliers d'emplois, oui, qui paie beaucoup, beaucoup d'impôts, mais oui. qui est quand même vilipendé. Oui, oui, alors moi je prends régulièrement de la défense de Bernard Arnault. D'ailleurs, j'ai dit récemment sur France Inter ou sur je ne sais plus quelle radio, il en faudrait 15. C'est le Zidane de l'économie, Bernard Arnault. C'est notre Zizou, donc il en faudrait 15 ou 20. Bon, parce que bah, Bernard Arnault, c'est 50 000 emplois en France, c'est des dizaines de milliers d'emplois partout, indirects, induits en plus. Donc si vous voulez, on en a besoin de gens comme ça, et des gens comme ça qui partent de France, et qui ne payent plus leurs impôts ni personnellement, ni de leur entreprise en France, c'est un drame absolu. C'est ça où ils sont totalement déraisonnables. Ils sont animés par la jalousie, ces gens-là. Totale. Mais totale. C'est de la jalousie. Et donc, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, patrons, c'est qu'il faut qu'on fasse, et je suis un promoteur de ce que j'appelle les 3 P, qui est quelque chose que j'ai mis en place depuis le MEDEF, Profit, People, Planet. Mais le premier P est fondamental pour les 2 autres P. C'est-à-dire, il nous faut absolument des entreprises compétitives et profitables. C'est clair. Mais pour le bien-être des gens, people, et le bien-être de l'environnement, planète. Et donc, en quelque sorte, il faut humaniser l'entreprise et l'économie. C'est pour moi, en France, fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. C'est pour ça qu'il faut redonner du salaire net aux gens. Pourquoi? Parce que le travail ne paye plus. Il est compressé par des charges patronales et salariales, qui fait que, eh bien, depuis 20 ou 30 ans, en effet, les gens ne viennent plus avec épanouissement au travail, ils attendent l'âge de la retraite, ils sont même un peu stressés, parce que quand vous avez 8% de chômage, eh ben, vous avez peur d'aller au travail, de vous faire virer. Quand vous êtes à 3% de chômage, ou 4%, bah, c'est le salarié qui a la force. Il part, il retrouve tout de suite en face du boulot. Quand c'est 8 ou 10%, c'est l'inverse. Donc c'est tout à cause de ce socialo-communisme français qui a imprégné je dirais, l'économie et la politique depuis 45 ans, avec des périodes de droite, mais qui n'ont pas eu le courage de faire des réformes nécessaires. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec un travail qui n'épanouit plus, qui ne paye plus. Les gens ne rêvent que de partir à la retraite le plus vite possible. On voit bien tous les débats qu'on a en France. Et les patrons sont maltraités. Ceci étant dit, sont maltraités par certains, toujours les mêmes, par quelques médias, toujours les mêmes. Mais quand vous faites des sondages auprès des Français, moi je suis toujours surpris de voir que les patrons, ils ont une estime de la population autour de 55-60%. Les syndicats, c'est 35. Les médias, c'est 35. Les hommes politiques, c'est 15. Donc, et les entreprises sont très bien vues aussi, autour de 70%. Donc, si vous voulez, on a l'impression d'être mal aimé par toujours les mêmes qui viennent en radio, en télé, vous dire c'est affreux, Bernard Arnault, machin, les profits, les surprofits. Toute la journée, vous avez ça, du trotskisme. Et par ailleurs, les Français ont bien conscience de l'importance du commerce, de l'artisan, de l'outil de travail, de celui qui se risque à s'endetter pour créer sa boîte, pour embaucher une personne, 2 personnes. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Et c'est pour ça que je pense que cette humanisation de l'économie est fondamentale pour faire basculer, je dirais, la France et les Français dans un monde où on ne va pas rejeter l'entreprise. Au contraire, c'est le dernier recours, je dirais. Et alors, vous évoquez les différentes politiques qui minent le pouvoir d'achat des Français, dont le SMIC, la rigidité pardon, des Mm. contrats de travail, l'effet de seuil lié aux aides sociales. Est-ce qu'on peut quand même imaginer des réformes sur ces sujets avec des syndicats aussi puissants et empreints d'idéologie marxiste? Alors, écoutez, moi je suis toujours pour le débat et la discussion, et je vois au niveau des syndicats, dans les boîtes, ça se passe plutôt bien. On peut discuter parce que de nouveau, il y a l'outil de travail. Quand vous êtes le plus proche possible du terrain, le débat, le dialogue social se fait à peu près bien, à part si vous avez un fou furieux, je dirais, d'extrême gauche, ça peut arriver, hein. Mais la plupart du temps, le dialogue social dans les entreprises se passe plutôt bien. Par contre, c'est au niveau national que ça se passe beaucoup moins bien. Et en effet, bah, là encore, vous avez des syndicats qui sont assez vite politisés, Mmh. malheureusement, et qui malheureusement, ne veulent pas forcément protéger l'outil de travail. Et c'est ça que je regrette et que j'ai toujours regretté. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un dénommé Hoffmann, Björg Hoffmann, qui était le responsable syndical de IG Metall en Allemagne. Donc
une des sommités. J'ai passé 1 heure avec lui et à la fin, je lui ai dit: «Monsieur le syndicaliste allemand, quel est votre mot d'ordre finalement?» Et sans hésiter, il m'a dit: «Competitiveness», la compétitivité. Je lui ai dit: «Ah, vous êtes sûr? Vous n'avez pas trompé là?» Et en fait, il m'a dit: «Non, si les boîtes sont compétitives, elles peuvent nous donner des salaires, augmenter, mettre des primes, prendre des apprentis, innover, exporter, se développer, faire de la croissance. C'est pour le bien de tous». Si vous voulez, j'étais assis sur ma chaise et je me suis dit: «Est-ce que j'imagine les syndicats français dire ça?» Non. Donc je pense que là, on a un vrai problème culturel aussi, lié, je dirais, à cette... et je pense qu'il va falloir aussi qu'on modifie ça. Et je suis le faire et prêt, j'ai essayé de le faire avec le dialogue. Il y a eu des choses qu'on a pu négocier avec Laurent Berger, avec, pas très peu avec la CGT malheureusement, un petit peu avec Force ouvrière, pas mal avec CFE, CGC, CFTC. Donc c'est pas définitivement perdu, je Mmh. dirais. Mais je pense qu'il va falloir que, là encore, j'attends des politiques de 2027 notamment, qui nous définissent une vision 2040 où est-ce qu'on veut aller, plein emploi, réindustrialisation du pays, ascenseur social qui monte, qui remarche, ne pas rester au SMIC toute sa vie, et de dire comment on fait ça les gars, ensemble. Alors vous faites ça, de nouveau, vous remettez l'entreprise au milieu du village. Mais si on n'est pas d'accord là-dessus, ça va être très dur. Si on continue de penser qu'il faut taxer les riches, les entreprises, etc., donc d'avoir une stratégie de taxation on est déjà champion du monde, et ça ne marchera pas. Donc ce que je crains, c'est que ce dialogue de sourds continue. Donc il faut tout faire pour que on tende la main, qu'on discute, qu'on se mette autour d'une table. Et moi, je suis toujours partisan du dialogue et de la discussion, bien évidemment Et vous vers un but commun et avec un partage de richesse. Mon bouquin Gagner plus, c'est maintenant, c'est un partage de valeur ajoutée, de richesse par l'économie, qui ne sont pas des sacrifices. Je veux donner de l'argent aux gens. Il y a 30 réformes qui donnent de l'argent aux gens. Donc, il devrait être sur toutes les tables de choses voilà, de Laurent Berger, enfin, de la CFDT, de la CGT et de tous les partis de gauche. exact. Vous rappelez plusieurs réalités, tout de même dans votre bouquin, ça c'est quand même une question que je voulais vous poser. Oui, Le poids de la sphère publique par rapport au PIB, OK, ça peut être assez, comment dire? Un peu abstrait pour le commun des mortels, un peu éloigné. Vous parlez de l'importance du PIB par habitant pour mesurer la richesse. oui, Vous dites que ces données ont tendance à être relativisées, voire ignorées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'inculture économique dans absolument. notre pays? Si, si, absolument. Alors, j'ai justement, on parlait de ce livre, j'ai créé ce think tank qui s'appelle l'Institut des solutions, de forces vives, pas que de patrons, parce que je me suis aperçu que beaucoup de Français, y compris des fonctionnaires, en avaient marre de la situation actuelle et de la politisation de l'économie et de l'entreprise d'une façon générale. Donc l'idée, c'est de faire 3 choses: de faire des propositions économiques et sociales qui tiennent la route. Deuxième chose, de travailler sur des ripostes, c'est-à-dire en fait, lorsque on dit n'importe quoi à la télé ou à la radio, qu'est-ce qu'on riposte quels sont les contre-arguments qu'il faut avoir tout de suite en main pour pouvoir contrer. Parce que, voilà, bon. Et troisième chose, l'acculturation économique du pays. En effet, c'est de pouvoir, par des petites fiches, par LinkedIn, par les réseaux, expliquer ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que l'industrie, comment ça marche un commerce, et donc de faire d'acculturation de base de l'économie de terrain. Euh, Recette dépense, ça fait du profit ou ça fait de la perte. On commence comme ça. Le cash est extrêmement important, comment on gère son cash, etc., etc. Comment on fait de la dette et à quoi sert une dette et qu'est-ce qu'elle doit financer. Des dépenses d'investissement, mais pas des dépenses d'exploitation. C'est des trucs de base. Mmh. Et on va essayer, si vous voulez, d'aider à cette acculturation de la plupart des Français. Ça va pas être simple. C'est un gros challenge. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais en tout cas, de communiquer plus sur nos boîtes, y compris nos collaborateurs, nos salariés. Moi, je serais tout à fait enclin à ce qu'ils puissent avoir plus accès au réseau et aux médias pour expliquer l'outil de travail. Comme dans la plupart des pays qui réussissent, l'outil de travail n'est pas politisé. Si vous voulez, vous voyez, c'est ça la différence. C'est que nous, on politise un patron, clac, tout de suite, on le met à droite, et puis un ouvrier, on le met à gauche, d'emblée. Vous voyez, et le travail, ce curieux, c'est à gauche le travail, mais par contre, on veut le diminuer le plus possible, parce que c'est une souffrance. Putain, mais c'est pas une souffrance, les gars, le travail. C'est un C'est un épanouissement. moyen C'est un moyen d'épanouissement, d'émancipation. de dignité. C'est là aussi, oui, il y a des trucs qui m'étonnent, vous voyez. Alors, on va toujours citer, oui, mais
Ouais, il y a des patrons voyous, il y a des pas oui, il y a partout, comme il y a des oui, comme il y a des maires voyous, comme il y a des médecins voyous, comme il y a des ouvriers voyous, bah oui, il y a 5 à 10 de la population qui sont des voyous. Et là, vous avez les lois pour les tenir, pour les virer, pour les mettre en prison si vous voulez. Mais il faut arrêter d'amalgamer, si vous voulez, c'est dingue. On est dans cette culture de la contradiction et Ouais, du combat tout le confrontation. temps, tout le temps. Faut. Et donc moi je cherche l'apaisement, vous voyez, il faut qu'on atterrisse. C'est pour ça que je vous dis un certain nombre de vérités, mais tout ça pour tendre la main avec des gens qui sont prêts à être embarqués dans une aventure pour redresser la France et les Français. Et ça, il faut le faire. Donc voilà l'idée. On entend parfois que les entreprises seraient assistées par l'État. Vous rappelez non seulement que 81,4% des aides concernent des entreprises publiques, mais aussi qu'elles sont la contrepartie du poids de la fiscalité sur le secteur privé. Dans le fond, est-ce le rôle de l'État d'aider les entreprises? Il faut baisser les impôts pour ne plus avoir besoin de les subventionner les entreprises. On veut plus de subventions, on veut plus d'aide, on veut une baisse de la fiscalité. Point. Alors après, quand vous avez un Covid, et quand vous aurez le Covid numéro 2, problème de pétrole, machin, bien évidemment, l'État doit mettre des systèmes de rappel et de sécurisation comme dans tous les pays du monde. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc il va falloir vraiment faire des économies. Deuxièmement, j'ai vu un rapport du Sénat dire qu'il y avait 210 milliards d'aides distribuées aux entreprises. Alors là, vous avez de tout. Vous avez l'aide à SNCF, l'infrastructure d'EDF, vous avez des TVA réduites, vous avez les aides de la BPI. Enfin, c'est n'importe quoi ce rapport. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de penser que. Moi, je dis à mes pairs, arrêtez de tendre la main pour prendre des subventions, parce que vous les retrouvez en impôts dans le sac à dos. Surtout pas. Plus, ne nous aidons plus. À part quand il y a des crises majeures, type Covid, où il faut faire des choses, etc. Là, on a besoin de l'État, mais ponctuellement, ponctuellement. Et pour ça, il faut dégager des économies. Voilà mon principe. Pas d'aide, mais on a besoin d'air. Vous dites que la rémunération Alors, des... excusez-moi, Pardon? une exception près qui est les investissements, le CIR, Crédit Impôt Recherche et Innovation. Parce que tous les pays du monde financent leur R&D. Les Américains financent beaucoup de R&D, énormément, notamment lié au Pentagone, toute la sphère militaire. Les Chinois financent à mort leur R&D. Donc il ne faut pas être plus naïf que les autres. Il faut préserver quand même les dépenses d'investissement et d'innovation de recherche du long terme pour relever les défis de demain. Ça, c'est sûr. Donc le crédit impôt recherche, je le sanctuariserai. C'est l'exception, il Il faut fait 7 garder. milliards environ. Je crois il faut absolument garder ça. Par contre, tout le reste, moi, je supprimerai les aides, mais la contrepartie, c'est de baisser la fiscalité. En plus, quand vous faites donner des aides, vous avez des tas de fonctionnaires qui les écrivent, qui les contrôlent, qui les surveillent, qui vous les demandent. Enfin, je dirais, ça nourrit, Ça entretient mais la ça nourrit une bureaucratie fonction publique ambiante. de folie et une technocratie énorme. Donc non, il faut arrêter les aides. Ouais. Et vous dites que la rémunération des patrons devrait être liée uniquement aux performances sur une année. Mais le problème des rémunérations qui sont déconnectées des performances ne concerne-t-il pas surtout les entreprises publiques qui ne subissent pas les mêmes contraintes économiques, puisque l'État volera toujours à leur secours? Et là, je pense à France Télévisions, par exemple. Est-ce que c'est pas un problème typiquement du public? Alors, moi, si vous voulez, je suis parfois choqué de voir des patrons du privé, il y en a très peu, ça arrive, mais qui prennent des dizaines de millions de salaires et l'année suivante, la boîte est plantée. Ça me choque profondément. Ce que je dis, c'est qu'il faut rémunérer les patrons dans le temps avec des systèmes de stock option, par exemple, qui permettent de dire, tiens, le type est resté 5 ans, 10 ans à la tête de cette boîte, et ce qu'il a fait marche dans le temps. Parce que c'est trop facile d'embellir une mariée, de récupérer un maximum de pognon, et ensuite partir, et la boîte, elle est plantée derrière. Ça me choque profondément. Comme boîte familiale, comme une ETI familiale que je dirige, les rémunérations sont dans le temps, et vous n'avez pas des rémunérations de folie. C'est normal, vous voulez durer avec votre équipe, pour l'environnement et pour vos équipes. Donc alors il y a un code AFEP-MEDEF qui a été mis en place pour justement contrôler ces rémunérations des grands patrons. Mais le problème, c'est que ça marche que pour les boîtes françaises. Donc lorsque vous avez votre siège qui est aux Pays-Bas ou ailleurs, ça ne marche plus. Donc voilà ma réponse, c'est que oui, le code AFEP-MEDEF doit s'appliquer fondamentalement, et oui, il y a une exemplarité des patrons, Mhm. et il y a des moyens, par exemple les stock options, pour dire j'ai été performant, je suis parti, mais la boîte a continué, elle marche très bien, et grâce à moi, eh bien, j'ai la rémunération des décisions fortes et bonnes que j'ai prises
C'est une rémunération liée au résultat et la meilleure rémunération, c'est l'action. Enfin, c'est comme ça que je le vois et qu'on a proposé une solution. L'État possède des parts dans 85 sociétés pour une valeur de 180 milliards d'euros, que ce Oui. soit dans l'énergie, l'industrie, les services, Mmh. la finance ou les transports. Mmh. Pourquoi le principe même d'un État actionnaire est un non-sens, selon vous? Moi, je crois que l'État n'a rien à faire chez Michelin ou même, enfin, il y a certaines infrastructures, oui, comme Veolia, Engie, où l'État peut avoir, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de participation, 85 milliards, je crois. Euh, c'est beaucoup d'argent. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ailleurs, comme l'immobilier de l'État, d'une façon générale, c'est une somme énorme, 2500 milliards, je crois. Est-ce que pour passer des mauvaises années, où on a besoin d'un peu de cash, est-ce qu'il ne faudrait pas vendre, non pas tous les bijoux de la famille, mais quelques bijoux, pour dire je surmonte une crise, etc. Et puis je passe la crise avec du cash en vendant de l'immobilier. 2500 milliards d'immobilier, ça me paraît énorme. 85 milliards de participation dans des entreprises où ils n'ont même pas... Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Donc il vaut mieux, là encore, faire des économies, utiliser cet argent pour passer un mauvais moment de cash, rembourser peut-être un peu de dette et repartir avec des économies, parce que c'est ça la clé. Tant qu'on ne fera pas d'économies, on sera très très mal. Et vous prenez exemple de plusieurs pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, Singapour ou encore la Suisse pour montrer qu'il est possible de réformer en France. Il y a toutefois un autre pays qui s'ajoute à la liste et que vous ne mentionnez pas, l'Argentine. Ne pourrait-on pas s'en inspirer pour réduire le poids de l'État en France? Alors déjà, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que moi je pense que la France est un immense pays avec des ressources incroyables, un patrimoine de fou, des atouts incroyables. Moi je vois des patrons brillantissimes, courageux, des équipes. Je dis souvent dans ma société radiale, j'ai sans doute en France les meilleurs ouvriers professionnels du monde et les meilleurs ingénieurs. On fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger et j'ai la moitié de mes effectifs en France. Donc je vois tous ces talents, si vous voulez, qui sont minés par cette absence de vision, cette absence d'enthousiasme, cette crise à répétition. Et je pense que tous ces atouts, si on arrive à les libérer, à réenchanter le travail, à relibérer les talents, on peut faire un énorme carton. J'en suis persuadé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des exemples de gens, de pays ont fait des réformes. Le Canada en 95 avec Monsieur Chrétien, les Allemands avec Schröder en 2003, un truc incroyable, tout socialiste qu'il était, social-démocrate. La Nouvelle-Zélande a réformé il y a 20 ans son système de santé en privatisant la sécurité sociale locale en 3 morceaux. Les Suisses ont un modèle qui est redoutable d'efficacité. On ne cite pas assez en France, mais le SMIC net en Suisse, c'est 3800 euros net. Nous, on est à 1450. Donc, ouais, mais on m'a dit, c'est tout des banques. Mais non, ce ne sont pas des banques, ils ont gardé 20% de leur industrie. Nous, on est tombé à 10%. À chaque fois, on me donne des trucs. Mais non, allez voir les Suisses, les gars. Moi, je les connais, j'y suis allé. Ils sont redoutables, c'est des bons sens paysans. Ils ont même refusé, par votation, la 5e semaine de congé. Bon, Exact. bon, Et c'est eux point. qui ont supprimé le statut de la fonction publique par référendum en Mais 2002. bien sûr, et les politiques en Suisse ne sont pas des politiques professionnels. Ils Non. ont très souvent des métiers. Ils viennent pour 2 ans, 5 ans, etc. Et ça tourne. Donc, si vous voulez, inspirons-nous des meilleures boîtes du monde. Donc, voilà ce que je pense, c'est que, la France a des atouts considérables pour rebondir. Deux, les pays étaient dans la même situation que nous, ont fait des réformes courageuses. Trois, ces réformes peuvent être faites comme en France, on sait où est-ce qu'elles doivent être faites. Il faut juste que quelqu'un, un parti, un candidat ou une candidate, arrive à avoir ce narratif des réformes courageuses qu'il faut faire, de l'expliquer aux Français, de l'expliquer aux Français pourquoi on fait ça et vers quel objectif. Et qu'ensuite, comme dans nos entreprises, vous avez une vision, vous partagez cette vision, et vous embarquez les gens dans une vision, que vous soyez en croissance ou en crise. Moi, je passe mon temps à parler à travers mes équipes et parfois en direct à mes salariés pour dire voilà où est-ce qu'on va, on va là. Puis parfois on est obligé de tourner, de changer un tout petit peu de cap parce que on leur explique pourquoi on change de cap. Mais si on dit rien et si on subit tout le temps et qu'on nous maltraite tous les jours, ça ne marchera pas. Et croyez-vous encore à la politique aujourd'hui? Alors, si oui, je crois toujours à la politique parce il faut de la politique, mais ce que je ne crois pas, c'est si oui, ce qui me gêne, c'est que je trouve que les débats politiques, notamment depuis la dissolution, sont d'une médiocrité inouïe.
je répète, d'une médiocrité inouïe. Aucune vision, aucun cap. Enfin, ils font tout l'inverse de ce que nous on fait dans nos boîtes. C'est ça qui est terrible. Parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais géré une boîte. Donc ils ont été patrons d'une fonction publique, d'une agence publique, d'un parti politique. L'argent tombe du ciel. Ils l'ont jamais créé. Ils n'ont jamais géré de cash. Ils n'ont jamais géré des hommes. C'est ça qui m'embête le plus, c'est que cette classe politique aujourd'hui n'est pas dans la réalité du terrain. Et, on a l'impression d'une décorrélation totale entre ce qu'on vit tous les jours et dans nos boîtes. Et je crois que, bon, c'est pour ça que j'ai créé ce fameux think tank, cet institut des solutions de force vive pour essayer d'infléchir et de nourrir les candidats, les partis politiques, pour qu'ils aient un programme économique digne de ce nom, économique et social, pour qu'on me remette l'économie devant le social, et pas le social devant l'économie. Ça marche pas. Les 45 ans qu'on a fait ça, ça ne marche pas. Donc il faut remettre l'économie, donc l'entreprise, avec tous ses vertus, ses atouts, qu'on motive, qu'on donne confiance aux gens qui sont les moteurs de l'économie française. Ce qu'avait fait 2017 Emmanuel Macron. Bon, et le problème, c'est qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, et puis il n'a pas fait d'économie lui-même, d'ailleurs. Et c'est là le problème. Donc c'est ce qu'il faudrait refaire en embarquant les Français derrière un projet. Donc je crois beaucoup à la politique, mais là, il va falloir retrouver quelqu'un qui a un élan ou quelqu'une qui a un vrai élan. Alors on a parlé de l'Argentine, est-ce qu'il faut utiliser Milei, les méthodes Milei? J'ose espérer qu'on ne soit pas obligé d'arriver là. Donc je pense encore beaucoup au dialogue, au débat, aux livres, aux réseaux, aux médias pour essayer de faire que les Français soient raisonnables dans le choix de quelqu'un de raisonnable, qui devra être pragmatique, courageux, avec du bon sens, l'abnégation, c'est-à-dire que s'il vient pour se faire réélire 5 ans après, ça marche pas. On fait les réformes, on y va jusqu'au bout, on embarque le maximum de gens, on les fait, et puis bravo. Et puis après, on se retire. Si c'est pour s'accrocher aux branches éternellement, ça marche pas. Donc voilà ce que je ferais. Et la méthode Millet, si cette méthode de participativité avec les Français ne marche pas, malheureusement, ce sera le FMI ou un Millet, oui. Je crois que ce sera malheureusement ce qu'il faudra faire après. Monsieur Guettaz, merci beaucoup Merci. de nous avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver Gagner Plus, c'est maintenant aux éditions Fayard. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.